à tous, bonjour, soyez les bienvenus, c'est Broadcast Time comme toutes les semaines sur Watch TV, le rendez-vous dédié aux nouveaux médias, aux nouveaux moyens de production. Et aujourd'hui, on va davantage parler broadcast et télé, la vraie, la grande, la belle télé. Vous le savez, la Coupe du Monde vient de démarrer au Brésil, ça va durer jusqu'au 13 juillet. On espère que les Bleus vont aller très loin et ils le feront peut-être en 4K, c'est le sujet de l'émission du jour. Fabrice, comment vas-tu ? Bah écoute, pas trop mal, hein. Ravi de te retrouver pour de vrai, en chair en os. Ah bah, pour une fois. Hein, tu touches du bois pour être là jusqu'au bout. Tu es là pour de vrai avec nous et on va passer une demi-heure passionnante avec notre invité, Norbert Paquet. Bonjour Norbert. Bonjour. Vous êtes chef production live chez Sony Europe. Exactement. Alors, vous êtes l'homme de la situation pour le 4K. Vous avez suivi et vous allez partir d'ailleurs dans quelques jours au Brésil. Oui. Pour vivre et pour suivre cet événement. Alors, l'un des très grands événements médiatiques sur la planète, il n'y en a pas beaucoup qui ont la taille de la Coupe du Monde. Il y a quoi ? Il y a les Jeux Olympiques, la Coupe du Monde ? Les Jeux Olympiques, la Coupe du Monde, éventuellement des championnats du monde d'athlétisme à la rigueur, mais vraiment les deux gros événements mondiaux restent les JO et la Coupe du Monde. Voilà. Donc ça vient de démarrer et donc pour vous c'est aussi l'occasion, on va dire, de montrer, de démontrer l'intérêt de la 4K par rapport à ce qu'on connaît tous aujourd'hui, la Full HD. Ouais. Alors on fait pour ceux qui connaissent pas bien le sujet, un petit rappel, la 4K c'est quoi ? Alors la 4K, c'est 4 fois la haute définition, donc c'est beaucoup plus de pixels. Alors parfois on résume vraiment la 4K à plus de pixels. Maintenant, ce qu'il faut savoir grâce à la très haute définition, c'est qu'on a également pas mal de bénéfices autour de la dynamique, donc la capacité de reproduire des hautes lumières, des basses lumières, la colorimétrie, donc on peut vraiment reproduire la palette de couleurs presque telle que l'œil le voit, alors qu'aujourd'hui en télévision, même haute définition, on réduit l'espace colorimétrique, donc on a vraiment pas l'avantage avec la 4K, ce qui rend un côté immersif, et finalement pour les gens qui voient de la 4K la première fois, ils ont presque l'impression de voir du relief. C'est assez étonnant parce qu'on peut se rapprocher de l'écran, on peut regarder vraiment l'image à moins d'un mètre d'un écran 65 pouces et on est tout de suite immergé dans l'image et on se balade au gré de son envie là où on veut regarder dans ce que propose le réalisateur par exemple. Donc la 4K c'est une image beaucoup plus spectaculaire, vous le disiez avec beaucoup plus de pixels dans l'image et aussi des couleurs beaucoup plus fidèles et beaucoup plus précises d'une certaine manière. Alors ce qui nous intéresse avec vous Norbert, c'est de comprendre quel est le gigantesque barnum que vous avez mis en place pour que le jour J, c'est-à-dire le jour du premier match, donc Brésil-Croatie, tout soit en place. Ça a fonctionné. Alors, il y a eu des critiques sur le son, mais pas sur l'image. Et donc, on va découvrir avec vous les coulisses de tout ce qui s'est passé ces dernières semaines pour que ce matos, et il y a du matériel, soit arrivé à bon port au Brésil. Il y a 12 stades. 12 stades, exactement. Dans 12 villes différentes. Ouais. Et vous me disiez qu'en fait, le dispositif, il est exactement le même. C'est-à-dire qu'un réalisateur peut passer d'une ville à l'autre. Oui. Quelque part, il ne sait plus où il est. Ah, il est complètement perdu. Parce qu'on a reproduit à l'identique sur l'ensemble des 12 stades. Il faut savoir que le Brésil, c'est gigantesque, voire plus grand que l'Europe, comme territoire à couvrir. Donc là où on pourrait mettre des moyens mobiles, qu'on appelle des cars régies qui pourraient se balader d'un stade à un autre, au Brésil c'est complètement impossible. C'est une des contraintes qu'il y avait déjà en Afrique du Sud en 2010 et qui est encore plus grande cette année en 2014 sur le territoire brésilien. Donc on a reproduit à l'identique des espaces de régie pour la production, que ce soit pour la vidéo ou pour le son, vous l'avez évoqué, il y a eu des petits bugs sur le World Field hier soir qui seront résolus pour les prochains matchs. Alors d'ailleurs, vous savez ce qui s'est passé ? Non, j'ai pas les détails. J'ai vu aujourd'hui qu'il y avait eu pas mal de critiques sur Internet qui sont passées. Au niveau de la production en elle-même, sur place, ça ne s'est pas vu. Donc c'est-à-dire que sur la production en elle-même, au sein du stade, dans les containers de production, il n'y a pas eu de souci. C'est sur la distribution du World Field qui a été donnée ensuite aux diffuseurs qu'il y a eu un souci. Et là, il y a des investigations qui sont en cours parce que là, c'est plus du tout sous notre contrôle, on va dire, côté Sony. Vous, le signal est parti de chez vous. Et le signal est parti propre. Voilà, c'est après qu'il s'est passé peut-être des choses qui n'étaient pas tout à fait... Mais par expérience, c'est pas la première fois que le son n'est pas bon sur les ouvertures. C'est très compliqué. C'est souvent là qu'il y a l'image a un soin particulier qui est apporté. Sur le son, c'est une gestion particulière, différente, et c'est souvent au premier match
à l'ouverture qu'il y a un problème. Exactement. Alors, avec vous Norbert, on va donc découvrir les coulisses de cet événement, coulisses techniques, et on va voir avec des images de Munich. On a deux vidéos assez étonnantes à vous montrer. Les premières images, c'est Munich, c'est le prestataire qui se charge de tout réunir à un seul endroit avant le départ pour le Brésil. Regardez à quoi ça ressemble, c'est une sorte de répétition grandeur nature en un seul lieu. Regardez. This World Cup, Sony is capturing every minute of every game in HD, and additionally we're capturing matches from the Maracanã and Rio in 4K. So I'm stood here talking to you in Munich, in an old aluminium smelting warehouse, and basically this is the build site for the 2014 World Cup. So it's here we're preparing the technical facilities which are going to go into each of the 12 venues across Brazil. From an engineering perspective, we have to look, is there facilities available? What are the distances? What are the challenges? In Brazil, there's huge distances, so it is not possible to move OB vans across. The other thing is our operation has become so big because of our multi-feed programming that we cannot do it in one truck. So if we would go for a truck solution, we would end up with at least 2 trucks plus an external replay room. So we decided that we have to think about a fixed installation. So this project involves building 12 containerized control areas with 9 rooms attached to them. We also have to build the 12 sets of equipment which are going to go into the venues. And then we have 8 crews who move around Brazil based on the match schedule. Sony's providing the bulk of the cameras to film this World Cup and the rest of the switching and production equipment behind that. We've got the main match cameras, which are HDC series cameras, 1500s and 2500s. We've also got 38 HDC 3300 triple speed cameras. On top of that, we've got 36 switches. And we've also then got a whole mix of monitors and displays and other equipment, right down to we've got VIOs being used for touchscreen control surfaces for the routing panels. One of the biggest challenges in this project is logistics. We are talking about 500,000 meters of cable, more than 1,000 pieces of display stands. In total, we have 450 tons of equipment. That's an amount, I think it's really impressive. I think one of the biggest innovations on this World Cup will be the multimedia content available. This World Cup will be the most immersive World Cup ever for the audiences. Now the viewer can decide what he wants to see. You know, we have this white label player where you can see 6 angles at a time from the multi-feeds package. I think this whole second screen experience becomes a big thing because of the mass of content we make available for it. A project of this scale can't be delivered without partners, and we've got the systems integration side of the project, which is looked after by Sonar VTS. We know that they're reliable, we know they work well, and by acting as a team, that makes all of us stronger than the individual elements of that team. Sony has a proven track record. They are a very well-known manufacturer. We had a very good project with Sony with the 3D in 2010, and we are happy that this time Sony is our key contractor for the whole world operations. The World Cup is the biggest broadcast event in the world. It has the most viewers, and it's great to know that you're going to deliver a World Cup for fans at home. Voilà, donc ça c'était à Munich, Norbert. Oui. Alors ça c'est une vidéo qu'on trouve sur le site de Sony Pro. Vous êtes venu avec des images que personne n'a encore vues. Alors qu'est-ce qu'on va découvrir sur ces images dans un instant? Dites-nous. Alors en fait là on a vu à Munich la préparation justement de ce copier-coller qu'on va retrouver sur les 12 stades qui sont vraiment les containers qui vont recevoir le réalisateur, les équipes qui vont travailler sur les ralentis, les équipes qui vont régler les images des caméras, les gens qui vont travailler sur l'audio. Donc ça, tout ça est mis dans des containers avec tout un pré-câblage qui est fait et a été expédié au Brésil. À côté de ça, il y a toute la partie captation, donc les caméras et les équipements associés,
qui eux sont passés d'abord en Angleterre, au Pays de Galles très exactement, dans notre usine, puisque Sony a une usine en Europe qui produit des caméras, et donc on a eu l'occasion de rapatrier tous les équipements là-bas un peu plus tard, puisqu'eux sont partis en avion pour les tester, et c'est ce que vous allez voir dans cette vidéo, c'est assez impressionnant également. Voilà, donc des images que vous allez découvrir en exclusivité sur Watch TV. Merci Norbert pour ce cadeau. Regardez ce qui s'est passé donc cette fois en Écosse. En Angleterre. En Angleterre, bon, au Royaume-Uni. Au Royaume-Uni. C'est un grand territoire. Voilà. This year is a really exciting year for Sony and for us on this site. We have the contract to supply all the equipment for the broadcasting of the FIFA 2014 World Cup in Brazil. There'll be 31 cameras at each stadium. It'll be the best viewing experience anyone's ever going to see of a World Cup tournament. The equipment we're using actually is already being used in outside broadcast vans and stadiums all around the UK and Europe. So we're actually gathering that equipment, bringing it here and configuring it all to those 12 stadiums. With 2,500 hours of live footage broadcast around the world globally, we must give it the most ultimate care and attention to get it right first time. So in this area here, we have the locations for all the kits. So when the kit is coming in, we are splitting them out into the 12 stadiums in Brazil. There's over 4,000 individual parts. A lot of the cameras you can see here have been out shooting the Premiership for the whole football season, and they all have different standards by whichever stadium, whether it's the Emirates or wherever. So when they come here, we have to make sure that they all align to that one standard, so they're all uniform, and actually then when they return, we have to do the reverse and put them all back to the customer standards. This is the dedicated test facility for the FIFA World Cup. So all 288 cameras will come in through this facility. And we test identically with over 50 different individual checks. What we're doing is we're standardizing and testing 3 key areas: the video, the audio and the intercom check. And what Nico will do, he'll run through that whole test procedure, and it'll take probably around 40 to 50 minutes per camera. Okay, these cameras here have already been tested. They've already got the green tags, so they're good to go. But it's not only the cameras we're testing, we're also testing the camera units and the RCP, and these units will stay together for the duration of the World Cup. So you can see here, this is today's output, so we need to do 10 from each cluster, giving us the 40 a day. And then these will go from here back into their flight cases and up to the storage area, ready to ship out to Rio. This is a contract that our competitors would have wanted to have won, but we've won it, and it's happening here, in the UK and Wales in this Sony facility. So it's an absolutely fantastic challenge. Football is my #1 sport. So as you can imagine, when I sit there in my home and I switch my TV on and I watch one of those live matches and I think, we had an impact on that. I'm so proud of all the people here who take such care and attention to make sure that the World Cup will be filmed absolutely perfect. Très impressionnant. J'ai entendu 31 caméras par stade, et en fait, c'est en dessous de la réalité, c'est ça, Norbert ? 37. En réalité, il y a 37 caméras par stade, par match, pour filmer toutes les actions, sans compter, là c'est vraiment la production dite internationale, sans compter ce qu'on va appeler les unilatéraux, que peuvent rajouter les chaînes de télévision. Donc pour la France, par exemple, TF1 et beIN peuvent rajouter eux-mêmes des moyens complémentaires à ce dispositif-là pour avoir des images exclusives. Donc on se retrouve autour d'un stade en général avec plus d'une centaine de caméras en réalité pour filmer les actions. C'est assez impressionnant. Ça fait rêver, hein. Mais ça fait beaucoup de câblage quand même là, parce que là on parle bien de tournage en 4K, on n'enregistre pas sur les caméras. On est d'accord que c'est pas une carte, un disque dur intégré, on envoie le flux via un câble, oui. Et là on parle de centaines de mètres. Alors
On a passé un cap ou on n'a pas passé le cap? On a quelques kilomètres, c'est un demi-million de mètres, je crois. Ouais, c'est ça. C'est le chiffre qui est sur votre infographie, en tout cas. Ouais, c'est ça, mais il y en a même un peu plus en réalité, mais c'est assez impressionnant puisqu'on peut faire plusieurs fois le tour de la Terre. Ça fait 500 km. Avec, ça fait 500 km de câble. 500 km de câble sur 500 000 mètres. À déployer. C'est un gros challenge aussi parce que les câbles, il faut les tester. Comment parce que nous déjà dans un petit studio on s'arrache les cheveux pour savoir, alors là est-ce qu'on met un 10 mètres, un 12 mètres, comment vous faites pour avoir les bons câbles aux bons endroits? Déjà pour vous donner une idée, c'est un projet où Sony a gagné le contrat pour la Coupe du Monde. Ça a été annoncé en septembre 2012. Donc vous voyez un petit peu le temps de mise en place pour un projet comme ça. Pendant plus d'1 an et demi, en fait, on va faire une architecture, on va la dessiner, on va la dimensionner, et ensuite il faut la réaliser. C'est ce qu'on a vu dans la première vidéo, par exemple. En 2012, on sait déjà que le projet est 4K? Alors, sur la partie 4K, c'est un projet à part, en fait. Là, quand je parle de 37 caméras, ce sont des caméras HD. C'est vraiment le signal international que vous allez tous recevoir à la maison sur vos chaînes habituelles. Ouais. Après, la partie 4K est un lot qui est venu ensuite, on a fait ce qu'on appelle un proof of concept lors de la Coupe des Confédérations l'été dernier, puisque la Coupe des Fédérations sert de répétition à la fois pour la FIFA, pour le pays organisateur par rapport à certaines de ses infrastructures, mais également pour la partie production audiovisuelle, pour tester est-ce que le concept est bien dimensionné. Donc on avait déjà amené le système de containers dans la ville de Belo Horizonte, dans l'état de Minas Gerais, où on a testé déjà sur 3 matchs cet ensemble-là. Et on en a profité lors de ce test-là, parce qu'on avait des équipes sur place, pour faire un proof of concept auprès de la FIFA et de HBS et des potentiels repreneurs de ce que pourrait donner un match de football en 4K. Donc on était venu avec des prototypes à l'époque pour montrer un petit peu comment ça fonctionnerait. On avait mis, c'était une dizaine de caméras autour du stade pour voir un petit peu comment ça les rendre, puisqu'après il y a beaucoup d'impact au niveau de la réalisation, au niveau de la perception du match et la manière dont on va le mettre en image. Alors qu'on comprenne bien, oui, là, faut être bien clair. On tourne en HD, mais ce sont des caméras 4K ou pas alors? Ah non, sur la partie HD, on reste sur des caméras HD avec un capteur haute définition, donc de 2 millions de pixels. Donc les 31 caméras, ce sont des caméras HD. Bien sûr. Et voilà, donc, 37. Alors les 37 caméras sont des caméras HD, et ensuite on va rajouter sur 3 matchs cette année, c'est ce que la FIFA a permis de faire, à Rio au Maracana, sur les 16e, c'est sur les 8e, les quarts et la finale. 28 juin. Au Maracana. 4 juillet, un quart de finale, et la finale du 13 juillet. Exactement. On va déployer cette fois un moyen supplémentaire. Donc ça va être un car pour l'occasion. C'est un car qui appartient à TV Globosat, qui est un prestataire brésilien, dans lequel on va ajouter toute la partie de captation de moyens très haute définition, donc 4K, où là on va avoir vraiment des caméras dédiées qui, elles, font non plus 2 millions, mais bien 8 millions de pixels pour filmer avec un dispositif complètement à part le match en 4K. Là, combien de caméras sur le stade seront 4K? 12 caméras. 12 caméras, donc ça reprend les axes principaux du stade. En fait. Alors on va reprendre... Donc il y aura 2 réalisations distinctes. Oui, en fait, oui, en l'occurrence on fait deux réalisations distinctes, puisqu'on est encore sur un dispositif qui s'est ajouté par la suite. Bon, on peut imaginer que pour la Coupe du Monde en 2018, on ait des schémas de production qui soient 4K et HD en parallèle. Ça, c'est des tests qui sont en train d'être faits par différents prestataires à travers le monde, de voir quelles sont les positions de caméra qu'on peut réutiliser et en 4K et en HD. Parce que ce qu'il faut bien noter, je l'ai parlé d'immersion tout à l'heure, on avait eu le cas sur la 3D en 2010, on utilise des axes de caméra qui vont être parfois différents. On veut être plus près du sol, on veut vous laisser des plans plus larges, on a une réalisation qui est plus lente, puisque automatiquement, je vais me rapprocher de l'écran, je vais avoir l'occasion de découvrir le stade, l'ambiance, les détails, et ben on va pas réaliser de la même manière. Par contre, pour certaines positions, on peut utiliser les mêmes sources. D'ailleurs, on a un film, nous, qu'on a vu sur les écrans, où on voit bien l'intérêt de la 4K, en tout cas sur le ralenti, quand il y a le joueur qui vient tacler l'autre joueur. On voit les grains d'herbe qui décollent. Du coup, on est d'accord que sur ces 3 matchs-là, la production internationale sera faite en HD, mais ils vont pas s'ajouter la 4K pour le flux international. C'est-à-dire que nous, à la maison, on va rien y voir, ça sera transparent. À la maison, contre, on n'aura pas la version 4K à la maison. La version 4K, ça sera un film qui va être produit, donc c'est ça le partenariat avec la FIFA. Exactement. Un film qui sera produit à la fin, après la Coupe du Monde, pour revivre on va dire, les moments de tous les matchs, ou seulement de ces 3 matchs-là Seulement de ces 3 matchs-là, plus, en fait, en plus de ces dispositifs-là, il y a une équipe qui est déjà sur le terrain, avec des moyens mobiles cette fois, 4K, pour réaliser des images d'émotion, des images des différents sites, des images des supporters qui sont les yeux dans habillés. les bleus version FIFA 2014.
2014. Alors les moyens mobiles, c'est lesquels pour la 4K? On a une équipe de production avec des F-55 qui sont sur le terrain et qui tournent des images au quotidien durant toute la Coupe du Monde pendant les 32 jours. Vous ne testez pas les plus petites caméras alors du coup? Déjà une F-55 c'est assez compact au final. Quand on se dit une caméra 4K ça va être un barnum et exceptionnel, on arrive aujourd'hui à des niveaux d'intégration où une F-55 c'est un bloc qui est grand comme ça, c'est pas plus grand qu'une Z7, c'est pas plus grand, c'est même plus petit que les premiers Betacam qu'on avait il y a alors 15 du ans. coup le record va se faire, on parle toujours du flux, il faut l'envoyer, il faut le recorder. On utilise quoi? Parce que nous on a fait des tests avec certains produits 4K, on a vu qu'il fallait quand même des beaux disques durs qui emmagasinent du gros flux et de la grosse taille, puisqu'on rappelle que ça fait des fichiers qui sont de très grosse taille. Alors vous faites comment? Alors c'est un vrai challenge. C'est un vrai challenge aujourd'hui. On multiplie par 4 la définition, on passe de 2 millions à 8 millions de pixels, donc automatiquement on augmente la quantité d'informations à stocker. Donc au niveau production, ce que Sony propose, on a un codec qui a été développé pour l'ultra haute définition qui s'appelle le XAVC, qui permet déjà de ramener le débit, qui est normalement, pour donner une idée, un débit 4K sans aucune compression, c'est plus de 12 gigabits par seconde. Ça vous fait rapidement une idée de comment remplir des... Ça fait presque 2 gigaoctets par seconde. Ça fait presque 2 gigaoctets de disque dur rempli par seconde. Voilà. Donc pour une minute, vous avez déjà 120 gigas de rempli, donc votre disque dur d'un Tera, il fait 10 minutes. Donc on utilise des algorithmes de compression, donc le XAVC qui ramène le débit à 500 mégabits par seconde, ça c'est pour la production. On divise par... Ah là on divise énormément, on a un gros rapport. Ensuite, pour ce qui est de la diffusion, il y a un nouvel algorithme de compression qui arrive. Aujourd'hui, sur la télévision, quand on regarde la haute définition, on est en MP4. Son nom barbare, c'est le H264. Aujourd'hui, il y a un nouveau codec qui a été développé qui s'appelle le H265, qui est une évolution de ce codec-là. Qu'on attend avec beaucoup d'impatience. Et qui a été normalisé, si j'ai bon souvenir, seulement en fin d'année dernière, début d'année calendaire. On avait fait une émission là-dessus. Et donc, aujourd'hui, c'est un codec très jeune. La complexité, une fois qu'on a ratifié un codec, c'est pour toutes les entreprises qui vont faire du silicium, donc des petits composants électroniques qui vont savoir traiter ça, ça prend du temps. Donc aujourd'hui, on a eu les premières démonstrations de transmission jusqu'au grand public avec ce codec-là, sur des gros racks serveurs PC qui font tourner ces algorithmes-là, mais pas encore sur des produits électroniques embarqués. Un test a eu lieu en France très récemment, puisque le CCA a fait une autorisation de diffusion sur la TNT avec 2 canaux spécifiques, dont un événement avec une petite balle jaune, pas loin d'ici d'ailleurs, qui a été diffusé pendant 3 jours, où il y a eu des boucles d'images qui ont été faites. Donc il y a eu une production un peu similaire à ce qui va se faire sur la Coupe du Monde, et cette fois on a pu transporter le signal sur des canaux de test, et les télévisions des gammes 2014 que vous trouvez chez les différents constructeurs, dont Sony, sont capables de décoder ce signal en temps réel. Maintenant, comment la mise en place le signal arrive jusqu'au client, enfin jusqu'au foyer de Alors aujourd'hui, tout le monde. Il y a 3 pistes. Donc il y a eu le canal du CSA qui est juste une démonstration technique de ce qu'on peut faire sur les canaux hertziens classiques, donc sur la TNT, qui nécessite une petite évolution, puisqu'aujourd'hui on est en DVB-T en France. Il y a une évolution qui s'appelle le DVB-T2, qui est une autre manière de moduler le signal pour optimiser l'utilisation du spectre hertzien qui coûte très cher. Vous voyez. DVB-T, c'est ce qu'on appelle la TNT. C'est la TNT, exactement. Simplement, ouais. Et aujourd'hui, ça coûte très cher. Les fréquences, aujourd'hui, vous voyez les opérateurs de téléphonie mobile se battre comme pas possible pour racheter les fréquences pour la 4G par exemple. La télévision utilise une partie de ces fréquences-là, et donc c'est d'optimiser l'utilisation de cette bande-là. Donc la DVB-T2, c'est une des options, mais on ne parle pas de déploiement avant 2017-2018 pour cette technologie-là. Un autre des moyens, c'est le satellite, qui lui aussi permet de véhiculer. Eutelsat a un canal de démonstration ouvert depuis déjà presque 1 an, diffusant des boucles ultra haute définition que vous pouvez récupérer. Et le dernier, c'est également une nouvelle évolution, c'est directement de l'IPTV, diffusion grâce au MPEG Dash, qui permet d'adapter les débits en fonction de ce que peut recevoir l'utilisateur. C'est ce qui va être relativement le plus près, plus tôt. Potentiellement, oui. C'est ce qui va arriver par les box, clairement. Exactement. Donc ça, c'est vraiment le véhicule de base, mais à l'intérieur, il faut pouvoir rentrer dans le tuyau. Ouais. Il faut pouvoir rentrer dans le tuyau. Donc la TNT, aujourd'hui, on peut rentrer à 25 mégabits par seconde. Le satellite, on peut rentrer aux alentours de 30-35 mégabits par seconde. L'IPTV, aujourd'hui, pour les gens qui ont de la fibre, on va pouvoir parler de 15-20 mégabits par seconde, mais on va plutôt avoir un objectif d'arriver à 8-10 mégabits par seconde. Et ça, le HEVC a encore un peu de travail pour arriver
rentrer là-dedans. Alors il nous reste 3 minutes, Norbert, ça passe. Je vous avais dit que ça passerait super vite. Vous voyez, on est quasiment à la fin de l'émission, puisqu'on voulait faire partager avec ceux qui nous regardent les coulisses du dispositif technique. On a vu les images tout à l'heure de Munich et puis du Royaume-Uni. Du Royaume-Uni, exactement. On parle, je crois que j'ai entendu 250 tonnes. C'est ça 4 tonnes et demie. 4 tonnes et demie. Il y a 4 tonnes et demie en fait qui circulent entre chaque match. D'accord. C'est-à-dire que ce qu'on a fait, comme le territoire est énorme, il a fallu diviser les 12 stades en ce qu'on appelle des clusters. Donc il y a 4 grands clusters qui regroupent 3 stades. Et les équipes techniques, les équipes de production et du matériel se déplacent entre, par exemple, ceux qui ont fait le match d'ouverture hier soir à Sao Paulo, sont en train de démonter aujourd'hui une partie du matériel pour prendre l'avion ce soir, pour aller à Fortaleza produire le prochain match dans 3 jours. Et ils bougeront ensuite à Porto Alegre pour produire le match de l'équipe de France, en l'occurrence, ou c'est l'inverse, je ne sais plus, mais c'est cette équipe-là qui va produire le match de l'équipe de France de dimanche. Et donc, cet ensemble-là représente 4 tonnes et demie de matériel déplacé entre chaque match. Vous multipliez ça par 4 et vous imaginez l'ensemble de matériel qui... Plus le matériel de backup. Voilà. Plus le matériel de backup et plus la logistique humaine, puisque vous imaginez bien qu'il faut à peu près une quarantaine de personnes pour mettre tout ça en œuvre. Ouais, je crois qu'il y a 280 techniciens fournis par Sony pour la Coupe du Monde, donc quasiment 300 personnes. 47 avions charterisés pour transporter tout le matériel. 50 000 miles parcourus c'est énorme. Pour faire arriver le matériel dans les 12 villes, les 12 stades. Voilà, ça donne un mois de compétition jusqu'au 13 juillet prochain. Est-ce qu'on peut fournir des images 4K avec son smartphone ? On peut, il y a le dernier Xperia Z2 a un capteur de 8 millions de pixels, donc on peut faire de la 4K aujourd'hui, et c'est ça qui est assez fabuleux, c'est que si on parlait de la HD il y a une dizaine d'années, quand ça s'est développé pour les premiers prototypes au début des années 2000, l'arrivée de produits HD dans le grand public, c'est au milieu des années 2000, ça a pris 4, 5, 6 ans. Aujourd'hui on voit qu'on a lancé les premiers prototypes professionnels de 4K pour le direct, en janvier cette année. Le cinéma numérique filme en 4K déjà depuis à peu près 2 ans. Et on voit des produits 4K grand public arriver depuis janvier 2013 pour les premiers qui ont été annoncés au CES. Ça va à une vitesse assez folle. Ouais. Et c'est aussi une opportunité. Je discutais avec un développeur sur le H265 pour la diffusion. Il me disait la semaine dernière, du côté de Boulogne, que ça allait beaucoup plus vite que ce qu'on a pu faire sur le H264. Donc c'est aussi une opportunité et une lueur d'espoir pour voir la 4K arriver à la maison. Et aujourd'hui, on ne se rend pas compte, mais le catalogue de contenu 4K existe déjà à travers le cinéma, puisque le cinéma numérique tourne en très haute définition déjà aujourd'hui. Et pour une fois, les Français sont en avance aussi, parce qu'on tourne déjà beaucoup. On est très numérique en France et on va plus vite que d'autres, en tout cas de ce côté-là. On a de la chance. Merci beaucoup Norbert Paquet d'être venu nous rendre visite dans Broadcast Time avant de décoller et de prendre l'avion pour le Brésil. On vous envie parce qu'on aimerait bien partir dans votre valise. Il y a sans doute des choses extraordinaires à voir sur place, à la fois quand on aime le foot et quand on aime la vidéo. Donc très bonne Coupe du Monde. Merci beaucoup. Et merci d'être venu sur Watch TV. Nous, Fabrice, on se retrouve la semaine prochaine. Oui. On retrouve notre horaire normal, évidemment, la semaine prochaine, 11h en direct. On a fait une petite exception cette semaine pour pouvoir passer cette demi-heure avec Norbert. Et merci aux équipes de Sony qui nous ont aidés à préparer cette émission et ce rendez-vous. Très bonne journée à tous. La suite des programmes sur Watch, c'est tout de suite. Salut, à bientôt.